Que ce soit à travers Warhammer 40 000, Age of Sigmar ou n'importe quel autre jeu, chaque partie d'une campagne narrative permet d'écrire la légende de vos personnages, dût-elle avoir une conclusion tragique. Cette vidéo vous propose des règles pour gérer les blessures et, l'empereur ou Sigmar soit loué, la mort de vos personnages. Dans beaucoup de wargames, la question de la mort des personnages est éludée, et ce pour de bonnes raisons. La première est qu'en tant que clients, joueurs et peintres à la fois, nous sommes assez attachés à l'idée que nous pourrons jouer éternellement avec les figurines que nous avons achetées et peintes avec amour. Cela fait partie des attraits du hobby, l'aspect physique, tangible et durable de nos réalisations. Tel un tableau ou une sculpture, nous avons plus ou moins le sentiment qu'une fois terminées, nos figurines sont là pour toujours, contrairement à d'autres manières d'apprécier des univers imaginaires par des moyens plus abstraits ou virtuels qui nous paraissent plus évanescents. Toute idée d'obsolescence programmée ou d'aspect consommable de nos figurines nous est de prime abord désagréable. Il suffit d'observer les réactions lorsque certaines figurines ou certaines armées sont rendues obsolètes par une nouvelle édition ou une mise à jour d'un jeu pour s'en convaincre. La seconde raison est qu'une majorité de joueurs attendent principalement d'une partie qu'elle présente un défi stratégique et tactique amusant ou intéressant. La confrontation intellectuelle ludique entre les joueurs, les rebondissements et les émotions générées par les jets de dés, ce sont là les principales attentes de la majorité des joueurs qui a tendance à jouer ponctuellement sans que les parties ne soient liées entre elles par une trame historique. Dès lors, des règles supplémentaires qui viseraient uniquement à rendre leur partie plus cohérente narrativement peuvent leur paraître superflues, voire même malvenues si elles ajoutent des contraintes. Ils peuvent éventuellement adorer faire des listes fluff, mais ils consentent volontiers au degré d'abstraction qui consiste à retrouver les mêmes personnages dans le même état à chaque partie, et ce même si ces derniers sont morts 10 fois au cours de parties précédentes. Voilà pour les bonnes raisons de ne pas tenir compte de la mort des personnages. Néanmoins, certains joueurs développent malgré tout le désir que leur partie reflète davantage ce qui les a fait aimer l'univers de leur jeu favori. Et parmi les raisons qui les poussent à aimer un univers imaginaire, les sagas plus ou moins glorieuses de héros et d'anti-héros ne sont pas des moindres. Ces joueurs souhaitent plus d'émotion, d'immersion, de cohérence narrative et d'aspect cinématographique dans les actions de leurs figurines. Et ce, au prix de certaines contraintes ou de prise de distance par rapport aux règles officielles qui présentent pourtant l'avantage d'être un terrain d'entente pour la majorité des joueurs. À cet effet, si vous souhaitez insuffler plus de vie dans certains personnages, rien, et je dis bien rien, ne les rendra plus vivants que le fait qu'ils puissent mourir. Aucune quantité de rédaction de fluff ne pourra prodiguer un tel enjeu à vos parties et de tels tressaillements d'émotions pendant que vous jouez. Vos personnages auront peut-être l'air vivants à travers les paragraphes de votre document Word, mais cela ne se ressentira pas pendant la partie si vous ne leur octroyez pas la possibilité de mourir au cours de cette bataille. La question de savoir si cela est fait pour vous et vos partenaires de jeu est une question à laquelle je ne peux répondre. Cependant, je peux offrir certains éclaircissements qui vous aideront à vous décider. Dans l'éventualité où votre général mourrait et que vous n'aviez donc plus jamais le droit de l'utiliser dans vos parties, que feriez-vous ? Vous pourriez par exemple dédier une petite section d'une étagère aux personnages morts au sein de votre cercle de jeu, en faisant une sorte de galerie commémorative des héros défunts. Vous pourriez également repeindre votre figurine en or, en bronze ou en marbre et la mettre sur un piédestal pour en faire un décor de statue, ou encore ériger un décor qui lui serait dédié, comme une chapelle, un mausolée ou une forteresse dont le fronton serait frappé du nom du personnage. Vous pourriez peut-être même décerner votre figurine au joueur qui l'a tué, tel un trophée à ajouter à son tableau de chasse, ou tout simplement réutiliser la même figurine pour votre nouveau général, si toutefois le visage de la figurine n'est pas apparent. Il suffira de lui inventer un nouveau nom et un nouveau fluff. Après tout, l'idée d'un successeur qui porte l'armure et le heaume du défunt qu'il a juré de venger est aussi puissante que simple à mettre en œuvre.
Mais si rien de tout cela ne vous paraît glorieux, et que vous n'avez pas non plus de meilleure idée de traitement à accorder à un personnage mort, alors les règles suivantes ne seront probablement pas faites pour vous. Quelle que soit la mécanique de ces règles, si les idées précédentes ne vous parlent pas, eh bien il est peu probable que vous arriviez à accepter l'idée que votre personnage puisse mourir et que vous ne puissiez plus utiliser sa figurine, du moins plus de la même façon. Dans tous les cas, nous vous recommandons de n'appliquer les règles suivantes qu'à votre général ou seigneur de guerre, et au maximum à 1 ou 2 autres personnages clés de vos armées. Sinon, les choses risquent de devenir compliquées en termes de gestion. Première possibilité, la version simple, simpliste même. Lorsque le personnage est réduit à 0 point de vie, jetez immédiatement un D6. Sur un résultat de 1, il est mort. Sur un résultat de 2 à 5, il est blessé. Sur un résultat de 6, il en sort indemne. Un personnage blessé devra commencer la partie suivante avec la moitié de sa caractéristique de point de vie, arrondi au supérieur, si toutefois vous décidez de l'utiliser dans cette partie, au lieu de le laisser en convalescence. Alternativement, vous pouvez décider d'allouer une séquelle de combat à ce personnage si vous jouez à Warhammer 40 000 en mode croisade, ou encore dédier un samedi après-midi à l'élaboration d'un tableau de blessures qui vous plaise à vous et vos amis. Concevoir un tableau avec un D66 où l'on jette un dé pour les dizaines puis un dé pour les unités permet d'intégrer une multitude de résultats amusants issus de votre imagination. Puisque le tableau sera le même pour tous les joueurs volontaires, vous n'avez pas à vous soucier d'équilibre. Contentez-vous d'ajouter toutes les blessures ou même les effets positifs inattendus que vous et vos amis trouverez amusants. Par exemple, vous pourriez intégrer un résultat de rancune qui permet à votre personnage de relancer ses jets de touche contre l'unité qui a manqué de le tuer. Les avantages de ce système de résolution, 1 égale mort, 2 à 5 égale blessé et 6 égale indemne, est qu'il est extrêmement simple, rapide à expliquer, valable quel que soit le jeu ou l'édition, et que la probabilité d'obtenir un résultat de 1 combiné à l'ergonomie, le retour sensoriel que procure un seul D6, me semble être la juste dose pour que le joueur ressente vraiment la tension lorsqu'il tient dans sa main cet unique petit cube qui risque de sceller le destin de son personnage. Deuxième possibilité, un peu plus élaborée, plus riche, plus cinématographique, mais aussi un tout petit peu plus compliqué que le système précédent. C'est le système que nous utilisons. Vous trouverez un joli PDF détaillé et prêt à imprimer dans la description de cette vidéo, mais dans les grandes lignes, voici comment ça marche. Lorsqu'un personnage important est réduit à 0 point de vie, il est grièvement blessé. Ne le retirez pas de la table. Il comptera désormais comme une sorte de pion d'objectif. Vous pouvez indiquer son état à l'aide d'un marqueur, coucher la figurine sur le dos, ou bien la remplacer par un socle de la même taille selon votre préférence. À la fin de chaque round, à partir du suivant, un adversaire peut tenter de tuer ou capturer votre personnage. Pour cela, il faut que le socle d'au moins une de ces figurines soit en contact avec votre personnage grièvement blessé, et qu'aucune de vos figurines ne soit en contact avec ce même personnage. Si ces deux conditions sont remplies, la figurine du personnage grièvement blessé est retirée de la table, et votre adversaire peut jeter un dé sur le tableau correspondant à son choix, tuer ou capturer. S'il tente de le capturer, sur un résultat de 1, votre personnage lui échappe miraculeusement grâce à la providence ou en faisant bon usage du peu de force vitale qu'il lui reste. Il demeure blessé cependant, et ses points de vie seront divisés par 2 dans la prochaine partie, ou bien il recevra une séquelle de combat si vous jouez en croisade. Sur un résultat de 2, le personnage s'enfuit mais n'en sort pas indemne et commence un long périple. Non seulement il ne pourra pas participer à la prochaine partie, mais en plus, s'il participe à la partie suivante, ce sera avec la moitié de ses points de vie ou une séquelle de combat. Sur un résultat de 3 à 6, le personnage est capturé. L'adversaire qui est parvenu à capturer votre personnage aura un bonus d'1 des 3 points de commandement chaque fois qu'il vous affrontera, pour représenter les informations qu'il soutire à votre personnage par la torture, l'étude scientifique ou encore la lecture psychique de l'esprit du sujet.
et ce, jusqu'à ce que vous ayez libéré votre personnage. Vous trouverez un scénario prêt à jouer pour tenter de libérer votre personnage dans le PDF joint à la description de la vidéo. Maintenant, si votre adversaire tente de tuer votre personnage. Sur un résultat de 1, votre personnage sera laissé pour mort. Inanimé et atrocement mutilé, il semble mort, mais il subsiste pourtant une étincelle de vie dans sa carcasse. Le personnage ne pourra pas être utilisé dans la prochaine partie, et aura la moitié de ses points de vie pendant les 1 des 3 parties suivantes, ou bien recevra 2 séquelles de combat dans le cadre d'une croisade. Sur un résultat allant de 2 à 5, il est a priori mort, mais son destin reste en suspens. Tous les soldats s'accordent à dire qu'il est mort, mais pourtant leurs récits sur ces derniers instants se contredisent. Les signes sont peu engageants, mais il subsiste un espoir. Le personnage ne peut plus être joué, cependant, après chaque partie que vous disputerez, vous lancerez 2d6. Sur un résultat de 12, votre personnage réapparaît avec une longue histoire à raconter. Alternativement, vous pourriez aussi décider de vous lancer dans une mini-campagne pour retrouver ce personnage. Et sur un résultat de 6, votre personnage est exécuté de manière spectaculaire à la vue de tous. La cruauté de son bourreau ne laisse aucune place au doute. Sa légende s'achève ici, il est mort. Après de nombreuses parties jouées avec ce système, nous l'apprécions toujours pour 3 raisons. La première est que même s'il nécessite une page entière de texte pour être expliqué avec des termes de jeu précis, il reste très simple à appliquer au cours d'une partie. Lorsqu'un personnage meurt, il faut aller à son contact pour l'achever ou pour le protéger. C'est simple et assez réaliste. La deuxième est qu'en apportant une sorte d'objectif secondaire permanent, ce système peut sauver une partie si celle-ci s'avérait moins intéressante que prévu, comme cela arrive parfois. Une partie qui semble déjà gagnée au tour 2 ou 3 par exemple, pourra prendre une autre tournure grâce à cet enjeu supplémentaire. Un joueur qui est certain d'avoir perdu la partie très rapidement pourra tout de même rester engagé, et même s'en sortir avec le sentiment d'avoir gagné s'il est juste parvenu à sauver son personnage au terme de 4 tours de jeu acharnés. Inversement, un joueur qui domine une partie pourra soudain devoir choisir entre sauver son personnage ou conserver l'objectif de la partie. Sans être magique, il est déjà arrivé que cette règle nous sauve des parties qui sans ça auraient été vite oubliées. La troisième raison, c'est le fait qu'il se passe toujours un round entier entre la mise hors de combat du personnage et son exécution. Cela crée un sentiment de ralentissement du temps et de focalisation sur l'instant qui sépare la blessure critique du coup de grâce. Le round qui suit donne aux 2 joueurs la possibilité d'agir avant que le personnage soit tué et semble donc crucial. Chaque action compte pour arriver au contact du personnage. Cela permet aussi de savoir si ce sera finalement l'invincible boss orc qui achèvera votre capitaine Space Marine ou un minable Gretchin sournois. Et parallèlement, au sein de votre armée, ce round laisse aussi le temps nécessaire pour que puisse s'intensifier correctement la bromance homo-érotique qui unit votre capitaine Space Marine à son lieutenant depuis des siècles. En bref, ce round qui précède le coup de grâce permet de faire ressortir l'aspect dramatique de la situation. Et alors un dernier point par rapport à la capture, pensez à vous mettre d'accord avec votre adversaire avant la partie sur les personnages qui peuvent être capturés et ceux qui ne le peuvent pas. Ça c'est entièrement à votre appréciation. Une figurine de fantassin courante pourra toujours être capturée, mais est-ce qu'un démon majeur peut être capturé ? Ça dépend par qui. Peut-être que certaines figurines au sein de votre armée le peuvent, d'autres non. Par exemple, on peut imaginer qu'un autre démon majeur disposerait d'un moyen de capturer l'essence de son rival, ou qu'éventuellement un inquisiteur ou chevalier gris disposerait des hexagrammes, runes, colifichets capables de cristalliser l'âme du démon et de le retenir captif, ou quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, on vous recommande d'écarter les solutions les plus incongrues en déterminant les figurines qui ne peuvent pas capturer un certain personnage. Par exemple, l'idée d'un duc du changement ramolli aux fléchettes tranquillisantes, puis charrié sur 2 landspeeders,
en étant vaguement maintenu en place par des tendeurs attachés aux ailerons. Bon, certes, il y a un côté Jurassic Park, mais c'est à vous de voir si vous souhaitez vraiment qu'une partie se termine comme ça. Donc voilà à la fois pourquoi et comment nous gérons la mort et les blessures des personnages. N'hésitez pas à faire vos suggestions de variantes ou à partager vos règles maison avec le reste des joueurs dans les commentaires. Si cette règle vous plaît ou que vous souhaitez en savoir plus, téléchargez le PDF dans la description de la vidéo et tâchez de protéger vos personnages lors de la prochaine partie.